dirais le fait d'avoir participé pendant près de 20 ans, si c'est pas plus que 20 ans, avec les groupes de femmes à travers le Canada et au Québec, femmes autochtones, d'avoir contribué à la Marche mondiale des femmes, d'avoir éduqué, dénoncé, dérangé, brassé des choses sur toutes les injustices auxquelles on faisait face et on continue de faire face. Puis j'ai été choquée à l'âge de 16 ans de voir des Autochtones dans le downtown Eastside, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, de vivre une misère aussi frappante, là, puis là. Et plus tard, on nous annonce qu'il y a beaucoup de femmes qui disparaissaient, puis genre, même moi, j'embarquais que c'était un problème dans l'Ouest et moins au Québec. Et à partir de 95-98, ça fait pas longtemps ça là, je réalise qu'on n'était pas à l'abri non plus ici. Donc je vais m'associer avec un mouvement qui demande reddition de comptes, qui demande justice, réponse, compréhension, soutien, guérison pour savoir où sont allés nos frères ou nos sœurs. Et c'est surtout les femmes qui vont demander des réponses. Alors avec le temps, comme présidente de Femmes autochtones du Canada, c'était le dossier prioritaire. Pendant longtemps, les femmes rapportaient à la police une disparition, malheureusement des fois 7 disparitions au sein même de la famille, surtout des femmes, des assassinats ou des disparitions. Puis on remarquait avec le temps la réponse sociale de sécurité publique ou de justice était absente, inadéquate ou inacceptable. Mais tout ça dans l'isolement. Et c'est là où il y a un mouvement qui va surtout se créer dans le nord de la Colombie-Britannique, le Highway of Tears, le Downtown Eastside à Vancouver, le North End Winnipeg, la Saskatchewan, à Saskatoon, Regina, en Alberta, etc., où là, tranquillement, on sort du silence pour se mobiliser. Internet n'existait pas, mais on savait que ça bougeait. Et on dénonce, personne ne réagit, même le leadership autochtone ou canadien ou municipal. Et à un moment donné, Amnesty International va arriver puis va dire « Ah oui, il semble avoir des cas de disparition, fait qu'on va se promener à travers le Canada. » Ils vont répertorier 193 cas, où là, on va expliquer qui étaient ces femmes-là, au-delà de la statistique. Et en 2004, c'est déposé officiellement, 2003-2004, et la planète au complet est scandalisée avec le nombre annoncé par Amnesty International, qui va amener après ça Femmes autochtones du Canada en 2005 jusqu'en 2010 de faire une recherche qui n'avait jamais eu lieu auparavant, où au-delà encore de la statistique, on raconte l'histoire de chaque personne disparue ou assassinée sur une période de 40 ans. Et c'est 583 cas qui sont expliqués et on voit là, la tendance à partir de 2000 jusqu'à 2005, ça fait juste augmenter. C'est à chaque semaine ou à chaque mois qu'on va perdre une jeune femme ou une femme autochtone. Fait qu'il y a une pression, mobilisation internationale, les rapporteurs spéciaux pointent du doigt le Canada et un gouvernement arrive, va faire en sorte qu'en effet, peut-être qu'on a lieu là ici une obligation de comprendre pourquoi il y a cette réalité ici au Canada. Puis ça, c'est un mouvement qui va l'avoir poussé et amené là. Alors, en 2016, après des décennies là, de lutte, puis de mouvements et d'alliances avec tout le monde ici au Canada et même à l'international, finalement, le gouvernement décide de mettre en place pour la première fois une commission comme celle-ci. Alors, c'est la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Et cette commission-là va créer des précédents qui n'ont jamais eu lieu là, en matière de commission d'enquête. Une, parce que c'est une commission qui va couvrir toutes les juridictions. Donc, c'est une commission nationale, on dit fédérale avec le Canada, mais chaque province et territoire va permettre à des commissaires d'aller fouiller dans leurs affaires, d'aller enquêter sur la Sûreté du Québec, exemple, ou tel coroner dans telle ville dans la Saskatchewan. Donc ça, c'est du jamais vu où chaque province va autoriser simultanément une enquête provinciale
en même temps que celle du fédéral. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Commission d'enquête nationale. Ça, c'est une première. C'est une première aussi que c'est des femmes autochtones qui sont à la tête. On a un collègue, là, Brian, qui est autochtone aussi, et une Canadienne. Là, donc, 5 personnes sont nommées. Et bien là, quand on est nommé, ben moi, c'est un coup de téléphone que je reçois, puis je suis au restaurant avec ma famille, mes plus jeunes, les plus en forme, je dirais. Et très excitée, je prends l'appel, puis c'est la ministre Bennett. Ça faisait 4 fois qu'elle appelait, puis ma fille me dit « Ma, cette fatigante-là, là, ça fait plusieurs fois qu'elle appelle. » Ben, j'avais des conférences pendant la journée. Elle s'amusait avec le iPhone. Et je dis « Hello? » Puis là, je pars à pleurer parce qu'on me demande si je vais être commissaire. Puis là, ma fille, elle me dit « Maman, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Oui ou non? » Sur un napkin. Là. Et j'encercle « Oui, parce que je suis tellement fière. » Alors, je redonne. Elle dit « Maman est correcte. » Et c'est là où j'accepte le mandat, mais dans l'excitation, je suis quand même capable de dire à la ministre, c'est quoi le mandat? Parce que c'est large, une commission d'enquête. Qui va être à la tête de tout ça? C'est quoi les enjeux, les sujets qu'on va devoir traiter? Vous allez voir, vous allez voir. Bien, c'est le Globe and Mail qui nous l'a annoncé là, avant la ministre, mais on reçoit les termes et références et c'est un mandat qui ordonne aux 5 commissaires d'examiner toutes les formes de violence, toutes les causes systémiques et les origines. Pourquoi on se retrouve vulnérable? Pourquoi il y a tant de disparitions et d'assassinats ici au Canada? Et en plus, trouver une façon d'honorer nos sœurs volées, donc de proposer des exemples, des recommandations. Un grand pays à couvrir, plusieurs juridictions, plusieurs nations, en peu de temps, et c'est ce qu'on nous donne comme mandat. Et en même temps aussi, on doit aller examiner ce qui se fait bien dans chaque gouvernement. Donc, programmes et services, puis les bons coups, les bonnes choses. Donc, c'est immense, ambitieux, mais en même temps, je pense que c'était de permettre au Canada de dire on va aller fouiller puis gratter là, les origines. Alors c'était ça le mandat et aujourd'hui ben, on voit un résultat qui va, je pense, créer pas juste un chapitre mais plusieurs chapitres ici au Canada en matière de droits autochtones, droits canadiens et surtout pour les femmes autochtones. Le fil, c'est toujours le même, puis toujours la même petite perle qu'on va rentrer. C'est qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, comment ça se fait que personne m'explique, personne communique avec moi, ou j'ai l'impression d'être discriminée parce que je suis une femme autochtone, alors que ma voisine va avoir perdu sa fille, et là, il va y avoir une réponse. Les médias, la justice, la société, l'argent, la lettre Amber, tout est là pour elle, les chiens, les hélicoptères, alors que moi, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, on entend ça partout, partout, partout. Et dans la demande, c'est réouvrir mon dossier. Je veux qu'on réenquête, je veux qu'on refasse l'enquête. Alors, quand on devient commissaire, on regarde, nous, les termes et références, puis nulle part on nous donne ce pouvoir-là. Nulle part. L'autorisation de devenir policier ou enquêteur. On nous demande de regarder les causes systémiques. Les familles ont une grande, grande déception. Elles ont pris leur énergie pour pousser une enquête. L'enquête arrive et on leur annonce « non, on va étudier ». Ça a fait très mal. Alors, ça a été d'expliquer aux familles, si tu acceptes de partager ta vérité avec nous, on va s'assurer que nos enfants puis nos petits-enfants, on va leur proposer un meilleur avenir ou forcer par des impératifs légaux que le Canada doit respecter des droits qu'il ne respecte pas depuis trop longtemps. Est-ce que tu acceptes ou pas? Mais avec certains pouvoirs, on s'est permis aussi d'aller demander plus d'infos pour comprendre pourquoi la police ou le système n'a pas bien fait les choses. Alors ça a été difficile pour les familles, mais en même temps, pour la première fois, il y en a beaucoup qui vont briser un silence. Beaucoup, beaucoup. Des milliers, on parle. Briser un silence qu'ils vont avoir gardé pendant 40 ans. Tu es assise devant 3 personnes, 3 générations, la même famille, qui va dire dans son témoignage « J'ai été déportée de force. On m'a fait signer des documents en français ou en anglais, je ne comprenais pas pantoute parce que je ne parlais pas cette langue-là. Et
ça m'enlevait des droits. On m'empêchait de recevoir les fonds pour que je puisse nourrir ma famille, mais on m'empêchait de chasser puis de trapper pour nourrir ma famille. Donc, ma sécurité alimentaire, elle a été attaquée de tous les fronts. On m'a déportée de force avec ma famille. Puis ça, c'est un exemple parmi plusieurs. Et là, on a l'autre génération de cette famille-là qui dit, après ça, ben moi, on m'a enlevé de force par la police, la GRC, ou la police de l'époque, l'armée, pour m'amener dans une autre région, m'apprendre une autre langue, prier autrement. Donc, on parle des écoles résidentielles. Et là, cet enfant-là, de cette troisième génération-là, dans le même témoignage, qui dit, ben moi, le curé dans le village m'a agressé toute ma jeunesse. Et là, on perd la langue, la dépossession du territoire. On voit plein de droits violés, bafoués, puis tu te dis, juste dans une famille. Et après ça, tu vois plus tard, qui ne sont pas les mêmes témoins, mais qui sont dans la même famille, toxicomanie, tentative de suicide, mal de vivre, les résultats de toutes ces politiques-là. Tu te dis, bon, ben là, je pense que l'enquête vient encore une fois caper la trilogie Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones dans les années 90, Vérité et réconciliation sur tous les enfants qui ont été forcés d'aller dans des pensionnats indiens, puis qu'on parle de génocide culturel qui était acceptable là, socialement, là, ça dérangeait moins, et que là, les femmes, on vient caper la trilogie en disant « Vous ne pouvez plus, là. Vous ne pouvez plus vous en défaire. » C'est clair qu'il y a eu une forme de génocide sournois et à long terme fait par l'État et non nécessairement individuel. Notre rapport dit très clairement dans les 1200 pages, mais très très tôt, que on vous dit des mots durs, mais on vous propose plein de belles façons pour justement changer le présent puis l'avenir. Notre premier constat, quand on a travaillé en 2016 dans notre ligne de temps avec nos petits post-it avant qu'on ait nos bureaux, il y avait plusieurs causes qu'on voyait, dont une qui était le génocide culturel. Même nous, les 5 commissaires, on avait adhéré à génocide culturel. Et par la suite, on a très très vite réalisé avec le temps qu'on pouvait ajouter sexuel, oui, culturel. Après ça, oh mon Dieu, stérilisation forcée, hein? Mon Dieu, le taux de suicide, l'automutilation, la violence, la surconsommation. Donc on voyait avec la définition de l'ONU que c'est plus juste culturel, malheureusement, là, ben, peu importe une forme, c'est déjà trop, c'est qu'on semble tomber dans toutes les catégories de la définition de l'ONU au niveau du génocide. La définition dans mes mots, je dirais que on va souvent entendre parler du génocide comme étant de façon massive un groupe ethnique dans un groupe ou dans une nation vont être tués de façon immédiate. On va avoir l'image du Rwanda, des amis du Rwanda. Pour moi, c'était ça le génocide, un peu avant l'enquête nationale. Et lorsqu'on regarde comme il faut cette définition-là, on réalise que les enfants autochtones qui ont été enlevés de force d'un groupe, qui est une des définitions ou de l'article 2, là, enlevé de force et amené dans un autre groupe, va avoir été défini avec vérité et réconciliation. Puis lorsqu'on regarde avec l'enquête, on dit qu'il y a peut-être aussi matière au niveau du viol, où est-ce que les femmes vont être ciblées par le trafic humain. Les femmes autochtones, les pourcentages sont épeurants parce que oui, on va les cibler. Alors tu sais qu'il y a des gangs de rue à Winnipeg qui vont dire pourquoi on allait chercher, ben ceux qui ont sorti de là puis qui ont osé témoigner, pourquoi on est allé les chercher. Everybody care less for them. Il n'y a personne qui tienne à ces femmes-là. Donc, on pouvait s'assurer de maintenir une industrie avec ces femmes-là. Donc, la violence sexuelle, le viol va avoir été reconnu dans d'autres formes de génocide, dans d'autres pays. Les femmes utilisées, quand elles sont enceintes, il n'y a pas de, comment on dit ça en français, impunité, parce qu'elles ont été tuées
parce qu'elles sont femmes et enceintes, on va les éventrer, puis personne n'est puni. Tu sais, c'est comme des lois ou des règles acceptées. Donc, on commence à dire avec nos expertes en droit international, c'est ce qui arrive ici, là, on va avoir des témoignages partout qui vont dire, des undercover, des gens qui se prennent pour des... sont en prison avec les criminels, là, puis qui continuent l'enquête et sont capables d'enregistrer, puis qu'on va lire, nous, comme commissaire, puis ça donne des frissons. Je suis allée la chercher, cette sauvage-là, mais ils vont dire d'autres termes plus crus, parce que c'est juste une Indienne. Puis c'est pas la première, puis ni la dernière. Fait que dans ma région, moi, là, les cibles, c'est parce que c'était des sauvages. Et 3 petits points, là, parce que c'est d'autres mots qui vont nous nommer, parce que le système venait pas me chercher. Et dans chaque province, tu retrouves ça dans les années 1840 jusqu'en 2019. Et là, ça allait au-delà du culturel, ça allait au niveau aussi du viol comme étant acceptable. Alors, c'est pour ça que nous, on s'est associé avec Fanny Lafontaine pour dire toute cette forme de génocide, il y a différentes formes de génocide. Viens dire aux Canadiens, viens dire aux Autochtones que de façon massive, oui, c'en est une forme, mais de façon sournoise, sur 150 ans, c'en est une autre aussi, dans lequel où là, notre santé mentale va être super affectée, donc on va avoir un taux de suicide élevé, on va vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Là aussi, on parle de mettre des groupes dans des situations invivables, est une forme de génocide aussi. Les autres, c'est des avocats, hein? Mes collègues que j'aime beaucoup, là, les autres commissaires, c'est tous des avocats. Donc, ils avaient un jargon très précis là, pour bien le défendre. Puis moi, je l'avais plus dans... Je l'ai goûté, je l'ai vu, j'ai été imposée ou confrontée à ça là, venant d'une communauté. Puis je vous dirais que même moi, ça a été difficile de pouvoir connecter l'aspect juridique avec ce que je vivais puis, ou ce que je vais avoir entendu, puis m'associer facilement, ou ben donc être choquée parce que je ne pouvais pas croire que ça arrive au Canada, puis d'essayer de dire « OK, OK ». Puis est-ce que ça va déranger les gens? Au sein même de mon équipe, proche des gens ont été scandalisés quand je leur ai dit « Un des constats, c'est ça ». Et ils ont été choqués. Certains vont avoir quitté pour des raisons de principe, de valeur. Je respecte ça. Certains vont dire « T'es-tu folle? Tu vas perdre toute ta crédibilité, Michel. C'est pas ton style, ça. » Ou d'autres vont dire « Aïe, t'es courageuse, t'es-tu sûre? T'es-tu attachée? » Alors, il y avait toutes sortes de réactions. Et mon père aussi. « Voyons donc, Michel. Voyons donc. Hey, t'es-tu folle? » Il le dit, là. Mais avec amour, tu sais, c'était pas un O, c'était un cœur, là, tu sais, F, cœur, L-L-E. Puis, avec plein de... Puis je disais à mon père et aux gens, attendez, c'est sûr que ça va déranger. Tout ce qu'on amène dérange quand on sort de nos zones de confort ou de nos pantoufles, mocassins, chouclac, peu importe, puis qu'on doit aller voir ça sous un autre angle. Pourquoi? Puis, je vous dirais, ce qui m'a frappé le plus, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Puis je vais le vivre, mais je ne suis pas capable de le mettre en mots nécessairement. Quand on a envoyé des couvertures contaminées de façon massive dans le Nord pour tuer des enfants puis des familles, c'en était une, ça. L'État a un exercice dans la tête de dire on va aller affaiblir des gens à tel endroit par la contamination. Et ça va être par des couvertures. Ah, il faut que je fasse traverser un chemin de fer ici. Il y a plusieurs peuples autochtones. On va les tuer de façon massive. On tire dessus. Un autre qui va être très placé haut dans un gouvernement va dire, dans une région dans l'est du Canada, plus tu me ramènes de scalps Micmac, hommes, femmes et enfants, plus c'est payant. Donc, je te paye pour aller scalper. Après un scalp, c'est sûr que tu meurs. Donc, là encore, on va envoyer des signaux un peu partout à travers le Canada de façon claire où est-ce que l'État dit les gens, c'est des barbares, c'est pas des êtres humains. Ils ne sont pas à mon niveau. C'est des sauvages. Il faut les exterminer. D'autres endroits, comme stratégie, ça va être si je lui enlève sa culture, son identité, sa langue, je vais en faire un Canadien en bonne et due forme.
Ben, de briser un silence ou des silences, je devrais plutôt dire, où là ce sont des femmes qui vont user de leur courage, de leur force, de partir du pouvoir qu'on avait avant, hein, on avait des pouvoirs incroyables les femmes, à une situation où on n'a plus du tout cette place-là et que là on la reprend. Ça, pour moi, là, c'est une des grandes leçons. Là, quand je vois ça, je me sens forte. Depuis que j'ai déposé le rapport, là, je ne sentais pas ça avant. Alors, elles m'ont donné ces leçons-là positives ou ces cadeaux-là ou un héritage incroyable. La résilience, l'empowerment, puis tassez-vous de là. Tu sais. J'ai dit à la ministre récemment, j'ai dit « Well, you know », le mouvement est fort à cette heure. Reddition de comptes, si vous ne donnez pas de réponse, ils vont vous le faire savoir. Ils sont tellement fortes, là. Alors ça, c'est les leçons positives. Puis sur le plan personnel, je dirais que de garder tous ces traumatismes-là, puis d'essayer d'échanger en... Je viens de recevoir tellement de choses sacrées, je dois les honorer pour le restant de mes jours. Puis au lieu d'aller vers une dépression parce que c'est noir ce qu'on a reçu, c'est noir, puis c'est frustrant, c'est enrageant, d'essayer d'en prendre à chaque jour pour dire je vais faire un petit pas de plus ou 75 pas de plus dans cette journée-là, le restant de mes jours. Une des erreurs, je vous dirais, d'habitude j'essaie d'être positive en disant des endroits où on doit apprendre d'actions qu'on a prises. Moi, c'est des erreurs. Moi, c'est comme ça que je le vois, de ne pas vouloir éduquer. Tant le Canada que les commissaires, c'est quoi une commission d'enquête? Quelles sont ses balises, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire? Pour tout de suite gérer, c'est plate à dire, l'émotion. Puis dire, regarde, c'est à ça qu'on sert. Le reste, c'est la police qui doit faire ça, les services sociaux qui doivent faire ça, la santé qui doit faire ça, tel ministère, tel conseil de banque. On est devenu tout ça en même temps. Je vais le dire souvent, ça, si on a une commission ici au Canada comme celle-ci, dont l'Organisation des États américains va avoir très vite réagi, ou le Haut-Commissaire des Nations unies va réagir très, très vite, c'est un mouvement. C'est la base, c'est les femmes, c'est les alliés, c'est les gens qui marchent avec ces personnes-là, pas pour ces personnes-là. Les gens ne marchent plus pour nous autres à cette heure-là. On marche, puis les gens vont venir s'associer. Ça, là, c'est tellement important, puis que quand on arrive avec un outil comme l'enquête qui va donner un contexte historique, social et juridique, où là, tout est là, devient un outil de plus pour le mouvement. Pour ceux qui aiment défendre, ceux et celles qui veulent devenir des alliés, il y a un mouvement. Il y a un outil. Là où on a besoin de déranger ou d'éduquer, ça dépend comment on veut l'aborder. Des fois, j'aime ça déranger, mais j'aime surtout aussi éduquer. C'est qu'on a des gouvernements, des parlements, des assemblées nationales, mais des municipalités, des villages, des communautés autochtones, où là, des gens disent parler en notre nom. Donc, nos élus, le leadership, c'est de les talonner constamment. C'est-à-dire, vous l'avez demandé cette enquête, vous avez marché avec nous. C'est pas juste une étude, là. C'est une commission d'enquête, donc vous avez ordonné à 4 personnes de faire un exercice démocratique qui vous donne un projet de société. Vous êtes rendu où maintenant? Donc, reddition de comptes, transparence, reddition de comptes, transparence. Donc, le mouvement, là, c'est de continuer à pousser. On m'a déjà dit que les médias faisaient peur aux élus, que c'était l'ennemi numéro 1 ou la pression numéro 1 qui allait s'étoper le ton de la journée en Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale. C'est vrai, mais qui va faire la une des médias si on ne bouge pas? C'est nous qui doit déranger, éduquer puis mobiliser. Donc, il n'y a plus juste les médias, il y a les médias sociaux, les influenceurs, mais il y a tous ces gens-là là, qui croient en nous, les organisations qui croient en nous, donc qui vont ajouter un poids de plus pour déranger ceux qui ont un certain pouvoir de créer ou de changer des lois. Fait que ça, pour moi, là, si on n'avait pas fait ces marches-là, puis qu'on n'avait pas éduqué, ben on n'aurait pas la planète en train de regarder le Canada.